reportage. Moi, je suis ravie de l'avoir vu. Je n'avais pas vu depuis presque 4 mois, alors je suis restée avec vous. C'est bien. Je leur découvre à chaque fois. Je ne sais jamais ce qui va arriver derrière. C'est cool. En sortant, j'ai juste envie de leur dire que je les aime. De toute façon, vous allez le voir sur Facebook. Je vais leur envoyer un gros message d'amour parce que c'est incroyable ce qu'ils m'ont offert dans ce film et ce qu'ils permettent de vivre et de partager avec les gens, j'espère. Oui, on les voit un moment qui essaient de lasser pour faire leur poil de barbe. Je voulais savoir, ils disaient comment on pouvait faire ça, parce qu'il y en a qui sont quand même super réalistes dans les barbes qu'ils arrivent à fabriquer. Et aussi, pourquoi il n'y a que des brunes. Je trouve ça super bizarre que même les blondes elles fassent des barbes brunes, parce que c'est pas pas les barbes rousses, les barbes grises, les barbes blondes. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, c'est vrai que si vous vous intéressez à la technique, pour le coup, les filmez bien, parce que vous avez absolument, je crois, toutes les techniques, même si elles n'ont pas été détaillées, que possible de faire sur les barbes, le bending, etc. Donc, sur l'exemple que tu donnes, je pense que c'est dans l'atelier de Victor, donc il y a plein de techniques et d'enseignements différents, mais dans l'atelier de Victor, lui, il prend en fait des cheveux synthétiques, ou qu'il achète des faux cheveux, des extensions et il les torsade. Et c'est la torsade qui coupe comme ça en petits. Et l'avantage de sa technique, c'est que c'est hyper rapide parce qu'il n'y a pas de colle. Il se sert du duvet naturel qu'on a ici et il pose juste les poils qu'il a coupés. Mais il faut les couper aussi fin qu'il fait. Hein, donc ça prend un petit quart d'heure hein, pour l'avoir fait ce jour-là pour moi. Et après tu poses et ça te fait ta barbe de 3 jours sans colle, sans rien. Donc c'est un premier essai qui est intéressant. Après il y a plein d'autres techniques. Hein. Vous avez, il y a du roux, il y a Wolverine, la Billy parce que elle est rousse, mais c'est la seule. Donc elle, c'est vraiment c'est de la colle à postiche avec de ses propres cheveux. Et c'est vrai que Valentin Crèvecoeur là, était en brun dans la performance, mais en blond dans l'interview. Et ça lui arrive de le faire en blond, donc mais c'est rigolo que dans le film, c'est vrai qu'il y avait une grande majorité de brun, mais je pense que la masculinité en brun, c'est aussi plus évident quand on veut faire de la performance. Et après, quand on est en atelier, bah, les crayons les plus répandus, les mascaras les plus répandus, on va prendre plutôt du noir. Et ça fait plutôt l'accessibilité aux outils qui rend ça. Et dès que tu commences à rentrer dans des démarches artistiques, etc., bah, tu vas commencer à réfléchir à un personnage, tu vas commencer à t'équiper, et là, tu rentres dans des plus grandes diversités. Mais effectivement, le basique prend ce qu'il y a autour de soi, et voilà. Moi, je me posais une question par rapport à, du coup, toutes les personnes qu'on a vues dans le film. Est-ce que c'est des gens qui se déguisent uniquement pour les fêtes ou ce genre de choses, ou est-ce que c'est aussi des gens qui, dans la vie de tous les jours, se promènent et vont à leur travail habillés en homme et en général, c'est quoi? Est-ce que, enfin, vous savez un peu les réactions qu'il y a? Est-ce que, voilà. Donc, à part Tom, qui l'a utilisé une fois le terme, mais je crois qu'aucun des 22 Kings là ne revendique un déguisement. C'est vraiment pas. Oui, pardon. Non, mais c'est bien d'utiliser le mot, de le dire clairement. On est plus sur une démarche de s'approprier les codes sociaux du masculin et de les incarner, de les expérimenter dans la vie de tous les jours. Donc, pour répondre sur les 22 qui sont là, donc Victor a un peu détaillé sa démarche, qui est proche d'une démarche trans, sans aucun produit chimique, sans aucune opération, juste de dire, voilà, moi je veux être socialement un homme, et donc qui prend le prénom de Victor quand dans l'espace social c'est possible, et quand c'est dans un lieu professionnel où il y a les papiers, etc., bah, obligé de garder le nom, prénom féminin. Mais depuis, il a aussi adapté son milieu professionnel pour qu'il n'y ait plus besoin du tout d'avoir la socialité en tant que femme, et en restant biologiquement, il n'y a rien de biologique, c'est vraiment que du social. Donc ça, c'était une partie de la réponse. Il y a Clyde the Dude qui disait qu'on va au travail et qu'on arrive en costard, cravate, machin, etc. Donc ça, c'est amusant. Elle ne le dit pas dans le film, mais moi, elle me l'avait dit dans les entretiens préalables. En fait, de faire ces ateliers drag king, donc d'aller vraiment loin dans la masculinité, en étant déjà à la base qu'on qualifie de masculin, parce qu'elle est catégorisée dans les filles plutôt masculines. Et c'est pour ça qu'elle a dit que c'était difficile, qu'il lui a fait presque 5 ateliers pour dépasser le juste « je suis comme je suis aujourd'hui » et je mets une bite et une barbe, comme elle raconte la soirée. Donc pour être vraiment dans la performance du masculin, il lui a fallu 5 ateliers. Et c'était aussi une découverte que j'ai faite en faisant ce film, parce que j'avais une stéréotype dans la tête que c'était plutôt les filles masculines, ou les gens qui pouvaient transitionner, qui allaient faire du drag king, point. Puis bon, on voit que
c'est vraiment éminemment faux et que c'est très difficile justement pour les personnes en transition, et Tom l'a bien expliqué, parce qu'on est tellement dans l'intime et dans ce que je veux faire dans ma vie, etc., que pour les femmes masculines, c'est aussi compliqué parce qu'elles ont eu tellement de contraintes pendant des années qu'on les a forcées à aller vers ailleurs. Et là, on me dit, mais vas-y, lâche-toi, amuse-toi. Ah, c'est pas si facile. Alors qu'effectivement, paradoxalement, les femmes très féminines, c'est hallucinant, hein, parce que moi, au bout d'une demi-heure, j'ai oublié comment elles étaient quand elles sont rentrées. À la fin, je vois un mec, parce que je vois un mec, point. Je peux pas faire autrement. Et quand je les revois après en femme, je fais, mais c'est qui? Je la reconnais pas du tout. Donc il y a une plasticité du genre qu'elles maîtrisent, parce qu'elles jouent déjà avec les codes du féminin. Elles savent s'approprier ça, donc on leur dit, bah tu fais la blague. Elles sont super fortes pour ça. Et dans le quotidien, je dirais que la plus avancée là-dessus, c'est Billy qui l'a expliqué. Ça lui arrivait de sortir en king en soirée, mais c'était vraiment en soirée, et dans le milieu LGBT plutôt. Elle se kingait, mais c'était pas pour monter sur scène. Billy ne l'a jamais fait sur scène, sauf à se faire dévoyer par les copines du burlesque qui voulaient un mec qui la met sur scène et qui lui fait faire des trucs. Mais sinon, elle l'a fait dans le sens de se faire plaisir et de performer le masculin, le pompier, les joies de l'uniforme, en quoi ça peut être sexy, en quoi ça peut être attirant pour certaines filles. Donc elle le fait dans un cadre festif. Il y a aussi Marie, que vous voyez assez peu, mais qui explique qu'elle va en soirée chez des amis en se faisant passer pour un homme, et c'est pour ça aussi qu'on ne parle pas de déguisement. On est vraiment dans le passing, comme elle a une culture en plus trans, elle a dit un tout. Elle n'a pas appris par des ateliers, elle a appris par ses potes trans. Elle a vraiment... Voilà. J'arrive dans une soirée, je suis un mec. Débrouillez-vous, si en plus il y a plein de gens qui ne la connaissent pas, c'est royal, parce qu'elle peut y aller à fond. Puis à un moment, elle décide, bon allez, maintenant, ça y est, c'est fini, j'enlève tout, et je redeviens une femme, et je révèle la situation. Donc, voilà, c'est plutôt dans des moments choisis comme ça, et c'est pas... Je réfléchis, parce qu'il y en a 22, donc... Non, c'est comme on les voyait beaucoup sur scène, en fait, c'est pour ça. J'arrivais pas à savoir si c'était vraiment une activité, enfin, du coup, je sais pas trop comment la qualifier, vraiment de scène, ou si c'était aussi une attitude à la vie, quoi. Est-ce que elles étaient comme ça dans le quotidien? Ouais, sur les gens qui sont là, et ça ne représente pas du tout, hein. Je pense qu'il y a plein d'autres kings en France et qui font autrement et d'autres choses. Mais là, moi je les ai connus, vous l'avez compris, beaucoup par la scène de burlesque. Donc les moments là de king, c'est plutôt du travail pour soi et avec les autres, via les ateliers, travailler sur soi-même et sur... ou de faire des performances, vous avez vu, il y en a beaucoup qui, voilà, Clyde the Dude par exemple, ne fait jamais de performance, en a fait. Moi, avant de faire ce film, je ne m'intéressais pas au king, personnellement, je ne voulais pas, la masculinité à performer, moi ça ne m'intéressait pas. Bon, bah, depuis ça a un petit peu changé. Donc Isabelle Diego Santis la cite Alain Delon, c'était une private joke, puisque j'ai un personnage king qui s'appelle Alain Ledon, donc vous pouvez le trouver sur Facebook, puisque je l'ai créé dans un atelier de Victor que vous voyez filmer là, parce que l'atelier de Victor, j'étais obligée de participer. On voit un petit peu, si vous avez vu, dans les coins, j'essaye de m'éloigner de la caméra au maximum. Victor a demandé, écoutez, si vous êtes pour filmer, vous pouvez être dedans. Avec Isabelle, j'étais aussi dedans. Bon, c'est des situations un peu compliquées, hein, d'être dedans et dehors en même temps. Mais... Et donc, j'avais jamais fait de drag-king, et d'être comme ça dans cette bande-là qui faisait des choses. Louise Deville a eu l'opportunité de monter un show pour le podium de la Marche des Fiertés à Paris. Et cette année-là, c'était la scène de la Fête de la musique à République. Je ne sais pas si vous voyez la taille que la scène peut faire, qui est 3 fois cette salle, comme ça, avec des écrans géants, de la lumière, tout ça. Et donc c'était la scène de la Fête de la musique, ils avaient juste changé de décoration. Et moi, toute la semaine, je m'étais dit, ils vont la démonter, ils vont nous mettre un podium. Oui. Podium, c'est à peu près ça, et puis on fait les discours, et puis c'est joli. Non. C'était la scène de la Fête de la musique, avec 35 000 personnes devant. Et donc j'ai fait ma première perf drag-king à cette occasion-là. Donc c'est aussi la dynamique, c'est aussi les rencontres, c'est aussi l'envie, c'est aussi l'énergie, le plaisir, qui fait qu'on passe le pas de la scène, alors qu'on n'était pas du tout au départ venu pour ça, en fait. Donc, voilà, j'essaie de réfléchir à d'autres trajectoires, mais bon, voilà, je dirais... Et oui, et du coup, vous avez peut-être vu les scénettes de fiction qu'on a mis dans le film, qui sont censées être de la vie quotidienne. Parce que justement, en fait, il n'y a pas
très peu de vie quotidienne expérimentée par tous ceux qui étaient là, à l'exception de Victor par exemple. Donc on a rejoué des scènes de la vie quotidienne. Qu'est-ce que ce serait la vie d'un drag king dans la ville à Paris? On flippait un peu ce jour-là parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Parce qu'on est, vous l'avez vu au bord du canal, on est dans une laverie automatique, on est dans le métro, on est chez un marchand de fruits, donc on ne savait pas trop comment ça se passerait. Bon, c'est Paris aussi, hein, c'est spécial, hein. Vous faites un peu n'importe quoi et tout le monde s'en fout en général. Il faisait beau, on était dans un coin qui est aussi Canal Saint-Martin, Oberkampf, machin, donc c'était bon. Hein, c'est aussi, on n'a pas choisi forcément des quartiers difficiles, mais on ne savait pas trop quand même. Parce que, donc on avait quand même une personne en dehors de l'équipe et tout ça qui regardait tout le temps autour pour voir ce qui se passait. Et les deux seules réactions qu'on a eues, c'est dans la laverie, il y avait une petite dame avec son foulard, une petite dame d'origine maghrébine qui lavait son... Et elle n'avait pas bougé de sa chaise et elle a compris qu'on tournait alors elle ne faisait pas de bruit. Et elle rigolait sans bruit, pour pas gâcher les prises. Elle était explosée de rire. Par contre, on n'est pas allé vers elle pour voir si elle avait bien compris que c'était des filles qui étaient en train de jouer. Parce que les scènes sont drôles, juste... on peut dire, oh, c'est des copains qui viennent rigoler et faire des conneries. Parce qu'il y a une caméra, donc on sait que c'est du jeu. Mais on ne sait pas si elle a. Et l'autre chose, c'était la scène de pisser dans le canal. On flippait carrément là, parce que c'était pas tant le problème des gens qui pouvaient nous agresser, c'est que si les flics nous chopaient, on était un petit peu mal. Tournage non déclaré, vous pissez dans le canal en public. Je vous imagine les problèmes. Donc on a marché un petit peu, puis à un moment on se dit à ce point-là c'est bien, donc on commence à s'installer. Et puis, je sais pas, on n'a pas levé la tête, et puis d'un coup on lève la tête, et en fait au-dessus il y avait une passerelle qui était pleine de touristes qui faisaient des photos de la scène. Ce qui explique que les filles ont eu vachement de mal à pisser. C'était compliqué, il fallait faire vite. C'était filmé, c'était devant des touristes et tout ça, donc on a eu du mal à la faire. Puis bon, vous avez vu, Louise a réussi, donc on a remballé, on est parti. Mais voilà, c'est les confrontations publiques, c'est plutôt ça. Et après, je dirais que c'est plus d'avoir expérimenté en voyageant avec le film, et malheureusement, je revis tout ce que les Kings du Berry disent. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, c'était assez compliqué de faire du drag king dans le milieu LGBTQIX. À l'époque, c'était que LGB, peut-être. T un petit peu, mais bon, c'était ce qu'on appelle maintenant le milieu LGBTQI. Et dès qu'on va dans du grand public, plutôt un public mélangé, hétéro, etc., c'est la fête. Ils voient très bien les autorisations que ça offre, les espaces de liberté que ça offre, la capacité d'expression, l'encouragement, et hommes, femmes, trans, tout type d'orientation sexuelle, d'origine sociale, ils voient l'aspect, comment dire, subversif, politique. Et par exemple, les hommes hétéros, moi, qui se déterminent comme ça, parce qu'ils viennent me voir à la fin de la... Je ne savais pas comment ils réagiraient. Et en fait, eux, pas besoin de leur expliquer longtemps de quoi on parle, hein. Ils savent très bien de quoi on parle. Très bien, donc ça c'est écarté, on ne va pas discuter ce qui est... Et ils viennent juste me parler d'eux. De ce que ça a fait bouger dans leur tête, de ce que ça évoque dans leur vie. J'ai des femmes hétéros aussi qui m'ont parlé de leurs premiers amours, leurs maris, comment elles ont élevé leurs enfants. Enfin, ça les ramène à... C'est quoi mon rapport au masculin, au féminin dans ma vie? Donc tout de suite, ça sort de... Ils ont compris qu'on parle... On n'est pas juste parler du drag king, mais on est venu parler à chacun de regarde comment moi je fais, puis dis-moi comment tu fais. Alors, j'ai l'impression que dans les rôles que prennent les Kings, c'est beaucoup des rôles de bons vieux machos qui, pour moi, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, mais qui ont l'air de dater de plusieurs décennies. Et quand on compare, et je suis désolée de comparer, peut-être que j'ai tort de faire cette comparaison, mais quand on compare avec les drag queens, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de rôles de femmes au foyer qui pourraient dater de plus ou moins la même époque. Et je me demandais, est-ce que c'est une généralité ou que les filles prennent des rôles comme ça? Ou est-ce que c'est juste vous qui avez rencontré plus majoritairement ce genre de personnage? Oui, une partie de la réponse est dans votre question. Il y a un biais qui est forcément mon travail
dans le chemin que j'ai fait pour rencontrer Seki et qui sont dans le film, il y a aussi, pour moi, un degré de maturité et de niveau de pratique entre quelqu'un qui fait du kink pour la première fois et quelqu'un qui est professionnel, qui performe depuis X années. Et ben, il y a des variations de personnages beaucoup plus grands. Quand on voit Tom Nanti qui est très jeune et performe depuis peu de temps, mais qui consacre toute son énergie là-dessus, quand il performe du Mario Bros, quand il fait... là vous ne l'avez pas vu, mais il fait une danse chamanique qui est quelque chose qui est plus lié à comme la préhistoire, avec une danse d'initiation à la masculinité, etc. On est dans des finesses de masculinité qui sont très différentes de pas mal de kinks que vous avez pu voir ou qui sont exprimés. Mais si j'écoute les formatrices formateurs qui font ces ateliers, ils m'ont dit que l'un des personnages les plus choisis, c'est le comptable. Allez chercher pourquoi, on n'a toujours pas compris pourquoi. Donc on est sur des masculinités beaucoup plus discrètes. Et on a plein de masculinités très discrètes dans les ateliers, mais vous ne l'avez pas vu, c'est une piste que j'ai pas pu suivre. La partie de celles qui font pour la première fois, qui est vachement intéressant. Donc vous les voyez un petit peu en décor, mais elles ne s'expriment pas, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elles ont choisi comme personnage, on voit que l'extérieur. Et sinon, oui, je comprends qu'au niveau artistique, ça paraît assez stéréotypé. Je ne sais pas si vous avez vu le personnage de Louise, parce qu'on ne le voit pas très bien dans ce film-là, on le voyait mieux dans Louise Deville, Portrait d'une bad girl, où en fait elle fait un mec qui arrive sur scène et qui est très sûr, très séduisant, elle fait le moins de choses possible dans tout le numéro, et elle fume une clope et elle danse un petit peu, mais il n'y a quasiment rien dans ce numéro, il n'y a plus rien. Et il a beaucoup évolué en 10 ans, son numéro. Donc, mon point de vue, pour arriver à des finesses de masculinité différentes, il faut beaucoup de pratique et de professionnalisme. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de lieux qui payent des performeuses pour faire des rôles masculins. Il y a très peu de lieux qui produisent du draking, donc il y a très peu de draking, donc il y a très peu d'émulation entre. Et je connais mal les drag queens, mais j'ai pas mal discuté justement du point de vue draking, de se dire bon, regardons ce que font les drag queens. Et il y a plein de choses très différentes, mais c'est vrai que je dirais que ce que la culture la plus générale retient de la drag queen, on est plus sur du transformisme, c'est-à-dire d'incarner des grandes stars comme Dalida ou Mylène Farmer, ou pour les shows, hein, je caricature. Et après, on a vraiment des drag queers qui sont en train d'arriver avec des affinités qui sont plus proches de la créature que de la femme. Et donc, c'est vrai que j'ai vu peu de femmes au foyer dans les drag queens, mais je pense qu'elles sont là pour, en général, soit pour le plaisir, soit pour être payées pour faire leur job. Et la femme au foyer, c'est certainement pas l'image de la féminité qu'on a envie de payer ou qu'on a envie de voir, qui est sexy. Et je pense que la drag queen, pour beaucoup, elles font pas des femmes, elles font des versions augmentées de la féminité, comme le drag king ne fait pas des hommes, mais des versions vraiment extrêmes de la masculinité. Mais sont assez éloignés de beaucoup des hommes. Mais comme je dis, hein, les hommes hétéros que j'ai pu rencontrer m'ont dit qu'ils se reconnaissaient tout à fait dans les traits. C'est pas dans le personnage final tel qu'il est construit, mais dans les travers et les traits. En tout cas, aucun n'a été choqué. Aucun. Donc, c'est nous qui nous interrogeons sur est-ce qu'on exagère, mais les hommes hétéros, est-ce qu'ils ne trouvent pas qu'on exagère, hein, personne du tout. Certains gays, certains hétéros m'ont juste dit qu'ils aimeraient bien faire un atelier draking, parce qu'ils pourraient aller expérimenter une autre masculinité, et eux le voient dans le regard d'une femme. Parce que pour eux, c'est des femmes qui font les ateliers, donc aller travailler d'autres masculinités à travers ce qu'une femme pourrait en envoyer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà en tout cas ce que je peux. Je pense que c'est une question qui serait intéressante à creuser, mais j'ai pas plus que ça. Et la dernière des dernières. Justement, c'est pour continuer, parce que moi je suis drag queen, et en fait le processus créatif est exactement le même. C'est tout le banding, packing, etc. Parce qu'on a les mêmes termes, pas forcément les mêmes termes, mais le même processus, on a le packing pour ranger le matos, etc. On a aussi des ateliers drag queen pour
créatif, mais ouais, la perception d'endosser ce personnage, je vais pas dire d'icône gay ou autre, mais on est plus dans la créature et ça libère complètement après la personnalité. On se force à avoir des actions pour être soit plus féminin ou quand en fait ça libère vraiment. On se permet des choses qu'on n'a pas forcément l'opportunité de faire tous les jours et ça nous donne une facilité d'accès aux personnes. En tout cas personnellement c'est ce que ça me donne et ouais, ça libère vachement et justement on se rend compte, c'est peut-être nous des fois qui mettons des simples barrières, on va se dire que les gens vont mal le prendre, etc. Et finalement non, beaucoup de personnes s'interrogent peut-être d'un premier abord sur qui tu es quoi, mais après c'est vrai qu'ils sentent vraiment le côté plus festif parce que c'est, selon les drags ou les drag queens, ça va, chaque personne le vit différemment, ce sera plus politique. Moi je vois plus comme un côté burlesque, faire le show simplement. Et en fonction de ça, de parcours de chacun, le ressenti est vraiment différent. Parce qu'on aura des drags qui seront plus gothique, horreur, machin, comédie, ultra féminine, ou même transformer ce qu'on disait avec vraiment imiter des icônes gays, mais je trouve là qui sont du coup plus vieille école avec Madonna, Cher, etc. Mais ouais, pour moi c'est vraiment un parallèle du niveau créatif. Et une petite expérience là cette année, pour la première fois j'ai fait une sortie de collecte dans la rue pour le site d'action, c'était des drag queens et des drag kings. Je peux dire que je vais me préparer un peu à l'avance l'année prochaine parce que pour concurrencer les drag queens dans la rue, les drag kings, il faut qu'on en rajoute sérieusement, sérieusement, parce qu'on ne voit pas. Juste, t'as vu la taille que je fais, hein? Ah ben, je n'existe pas. Et quand je m'approche, les gens ont peur. Parce que la masculinité, ça fait peur, alors que la féminité, en plus en étant extravertie, en ayant un maquillage outrageux, etc., ça attire. Donc c'est aussi un truc magique qu'on voit avec les sœurs, mais je pense que les sœurs peuvent en parler encore mieux que moi, mais je vois des trucs magiques avec sœur Salette de la Langue Ardente. Vous avez vu les contacts physiques? Elle peut aller sur n'importe qui, toucher n'importe où, et tout va bien. Ça fait partie de... Elle a le droit, avec cette façon d'entrer en contact avec les autres, avec cette féminité-là, elle a le droit de rentrer dans la bulle des gens et de leur faire du bien, parce que c'est ça l'objectif. Les gens savent tout de suite que c'est pour faire du bien. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était aussi une découverte du film. C'était la première fois que je rencontrais Isabelle Diego Santis. C'était à Solidaise. Et donc j'ai vécu une journée en sœur avec elle. C'était épuisant, totalement épuisant. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à tous et à une prochaine. Et vous pouvez me suivre sur le site paroledeking.com, sur Chris.lac sur Facebook, Parole de King sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Quand on me demande ce que c'est du drag king, je dis, bah, tu vois, le drag queen, bah, c'est l'inverse. Nous sommes des kings, sur un parking, avec nos irréalités, notre individualité, notre universalité. Au départ, c'était une envie purement théâtrale. En étant Louis, c'est ma opportunité d'être en neutre. Bla blanc god, pour jouer les durs, au grand cœur. Pour moi, le drag king, c'est d'abord de la pratique de corps entre personnes, de la transmission de richesse. Il y a souvent des personnes qui m'ont demandé si je me kingais parce que je voulais devenir un garçon, en fait. Alors que non, je me king juste pour le plaisir. Loin des clichés de la société, à l'intérieur, je suis OK. Je trouve ça d'autant plus intéressant de dire je suis un mec et je vais encore aller au-delà. Je ne suis pas un objet sexuel subi, je suis un sujet sexuel choisi. Moi, je charge mes batteries, je suis gonflé à bloc, je suis fier comme un coq.